Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème des énergies. Énergie cinétique, énergie potentielle et énergie mécanique. On terminera bien entendu par un exemple chiffré. On aborde ces notions en troisième, mais principalement en première. Tout d'abord, petit préambule. À chaque fois qu'on aborde une expérience en mécanique, 4 choses importantes. Première chose, le système. Le système, c'est qu'est-ce qu'on étudie. Si j'étudie un stylo, le système sera le stylo. Attention au lycée, pour simplifier, quel que soit le système, quel que soit l'objet, on va prendre son centre de gravité et on va considérer qu'il pèse 100 grammes, 10 kg, 10 tonnes. Donc au lycée, le système, c'est un seul point avec une masse. Le référentiel, c'est à partir de quel objet j'étudie le mouvement. Est-ce que c'est à partir du sol? À ce moment-là, on dirait que c'est le référentiel terrestre. Quand j'étudie le mouvement de quelqu'un qui marche dans un train, est-ce que j'étudie son mouvement à partir du train ou à partir du quai de la gare? Le repère, très important, c'est les axes qui vont définir l'abscisse, l'ordonnée et éventuellement la cote. Dans ce chapitre, on va simplifier, on va travailler principalement toujours avec 2 axes, voire un seul axe. On termine par l'origine des temps. Dès qu'on étudie un mouvement en physique, il faut toujours déterminer à partir de quand on déclenche le chronomètre. À quelle date précise le temps vaut 0? Est-ce que c'est au moment où je lâche le stylo? Est-ce que c'est au moment où je le jette en l'air? Ou est-ce que c'est à partir du moment, par exemple, où il touche le sol? Tout d'abord, on va commencer par l'énergie cinétique. Cinétique, c'est une énergie qui est liée à la vitesse. Et les physiciens ont démontré que l'énergie cinétique était proportionnelle à la masse. Si la masse double, l'énergie cinétique d'un objet en mouvement double. Et l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré. Si la vitesse double, l'énergie cinétique va être multipliée par 4. On a donc l'énergie cinétique, au niveau de sa formule, qui comporte la masse et la vitesse au carré. Toujours avec un produit. Il y a donc un coefficient multiplicateur, puisqu'on a prouvé que l'énergie cinétique était proportionnelle à la masse et à la vitesse au carré. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,5. Donc l'énergie cinétique d'un système ou d'un objet en mécanique est égale à 1,5 fois la masse de l'objet fois la vitesse au carré. Lorsqu'un véhicule percute un piéton ou un cycliste à 40 km/h, son énergie cinétique est 4 fois plus grande que s'il allait à 20 km/h. Donc il va faire 4 fois plus de dégâts. C'est la raison pour laquelle à Metz ou à Thionville, on a vu fleurir, comme dans toutes les autres villes de France, des zones 30 au lieu de zones 50, là où il y avait des dangers avec les piétons. Qu'est-ce qui manque dans ma formule? Donc on rabâche sans arrêt aux collégiens, aux lycéens, on n'apprend pas de formule sans les unités. Toute énergie est en joules, la masse d'un objet est en kilos. Toutes les masses en physique sont toujours en kilos, alors qu'en chimie, les masses sont en grammes. Attention, le fameux piège, les vitesses, l'unité officielle d'une vitesse en physique, c'est mètres par seconde, que l'on peut noter m 1 bar seconde ou alors m seconde moins 1. La deuxième expression est meilleure. Petit zoom sur une problématique que rencontrent tous les élèves à partir de la 3e, savoir convertir une vitesse en mètres secondes en km/h ou une vitesse qui est en km/h en mètres secondes et savoir le faire rapidement. Dans 1 km, il y a 1000 mètres. Dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Quand j'ai une vitesse en mètres par seconde, si en 1 seconde je fais 3000 mètres, pour obtenir la distance en kilomètres, il faut que je divise par 1000. Mais pour obtenir la distance parcourue en heure, il faut que je multiplie par 3600. Multiplier par 3600 et diviser par 1000, ça revient à multiplier par 3,6. Le 3,6 vient de 3600 divisé par 1000. Si maintenant je dois faire le phénomène inverse, quand j'ai une vitesse en km/h, pour l'obtenir en mètres secondes, je vais diviser par 3,6. Nous venons de voir l'énergie cinétique qui dépendait de la vitesse d'un objet. Or, un objet a un autre type d'énergie. Exemple, ce stylo qui est à 2 mètres au-dessus du sol. Il n'a pas d'énergie cinétique puisque sa vitesse est nulle. Il a pourtant une énergie en lui. Cette énergie en lui dépend de son altitude. On va donc définir un axe vertical qu'on va appeler l'axe des altitudes ou l'axe de pesanteur, où on va définir l'origine, z égale 0. Ça peut être le sol, ça peut être le niveau de la mer, ça peut être le début d'un parcours dans un exercice. Cet axe est orienté vers le haut, on l'appelle Z en physique. Mon énergie potentielle de pesanteur.
Elle va être proportionnelle à l'altitude de mon objet. Si le stylo est à 4 mètres, son énergie potentielle de pesanteur sera la double de celle quand il est à 2 mètres. De même, si mon stylo pèse 200 grammes, son énergie potentielle de pesanteur va être la double qu'un stylo de 100 grammes. Ce qui est logique, on pourrait résumer ça en une phrase. Si on est 2 fois plus haut, lorsque je lâche le stylo, il va faire 2 fois plus de dégâts sur le sol. Et si sa masse est la double, s'il pèse 2 fois plus lourd, il fera aussi 2 fois plus de dégâts sur le sol. On a donc l'énergie potentielle de pesanteur qui est proportionnelle à la masse du stylo, toujours en kilos, et à son altitude Z en mètres. On peut l'appeler EPP ou EP, l'énergie potentielle de pesanteur ou de position. Et ce coefficient qui apparaît petit g, il est égal à 9,81 newtons par kilo. L'énergie mécanique, tout simplement, c'est la somme des deux énergies dont on a parlé avant. Énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Ces trois énergies, bien sûr, sont en joules. Par exemple, si je jette mon stylo, pendant sa trajectoire, il aura bien son énergie potentielle de pesanteur qui va évoluer et son énergie cinétique aussi. La somme des deux, ce sera l'énergie mécanique. Donc on va travailler sur deux situations. Première situation, on n'a pas de frottement ou alors on les néglige. Exemple, lorsqu'on joue à la pétanque, on peut négliger les frottements. Alors que si je lâche une feuille de papier, on va le voir tout à l'heure, les frottements, je ne pourrais pas les négliger. Si les frottements sont négligés, alors à ce moment-là, l'énergie mécanique va rester constante au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je jette mon crayon vers le haut, pendant sa phase ascendante, sa vitesse diminue. Donc l'énergie cinétique diminue. Mais son altitude Z augmente, donc son énergie potentielle de pesanteur augmente. Et bien la somme des deux, l'énergie mécanique, sera constante. Si maintenant je parle de sa chute par exemple, pendant sa chute, son énergie cinétique va augmenter parce que sa vitesse augmente. Mais comme son altitude diminue, son énergie potentielle de pesanteur diminue. Quand j'ajoute les deux, j'aurai toujours une constante. L'énergie mécanique restera constante au cours du temps. Il y a un transfert d'énergie cinétique vers l'énergie potentielle de pesanteur ou le contraire. Un exemple concret de transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique, un barrage hydroélectrique, il fonctionne avec l'énergie potentielle de l'eau qui se transforme au cours de sa chute en énergie cinétique puisque l'eau prend de la vitesse. Maintenant, on va considérer un autre cas où les frottements ne sont pas négligeables. Imaginons, je prends cette feuille, je la laisse tomber. Contrairement à la boule de pétanque ou à un stylo, les frottements ne seront pas négligeables. À ce moment-là, l'énergie mécanique ne sera pas constante, elle va diminuer. Comment on va le noter? Tout à l'heure, l'énergie mécanique était constante. On disait que sa variation d'énergie mécanique, la variation d'une grandeur en physique ou en chimie, on l'appelle delta, la lettre grecque. Delta EM, la variation d'énergie mécanique qui est égale à 0, elle va être négative. Ça voudra dire que l'énergie mécanique diminue. On le voit graphiquement lors de sa chute. Ma feuille, elle a son énergie potentielle de pesanteur qui diminue. Pourquoi? Parce que son altitude diminue. Et son énergie cinétique augmente puisque sa vitesse augmente. Mais elle augmente beaucoup moins vite que si j'avais lâché une boule de pétanque ou un stylo. Donc on voit bien que quand j'ajoute les deux énergies, j'obtiens l'énergie mécanique mais que celle-ci va diminuer au cours du temps. Donc l'énergie mécanique diminue au cours du temps à cause des forces de frottement. Là, on va être dans le cadre de ce qu'on appelle une chute libre. Ça veut dire que je vais lâcher mon stylo à 2 mètres de hauteur. Donc au départ, l'altitude de mon point de départ, ce que j'appelle ZA, c'est 2 mètres. Je vais lâcher mon stylo, il va percuter le sol en B. J'ai dessiné mon axe des altitudes, on en a parlé tout à l'heure, et j'ai pris comme origine des altitudes Z égale 0 au niveau du sol. Donc on a ZB qui vaut 0, ZA qui est égal à 2 mètres, la vitesse initiale vaut 0, et je vais chercher à quelle vitesse mon stylo percute le sol. Donc je cherche VB. Toujours la même problématique en physique et en maths, que ce que je connais au départ, que ce que je cherche. Ici au niveau du raisonnement, on néglige les frottements. Ce sera toujours indiqué dans l'énoncé. Lorsqu'on néglige les frottements, on a une chute libre et on a dit que l'énergie mécanique se conservait. Donc l'énergie mécanique au point A est la même qu'au point B. L'énergie mécanique, on a dit que c'était l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. On a donc ECA plus EPPA
égale ECB plus EPPB. L'énergie mécanique se conserve. On a dit que la vitesse initiale de mon stylo, VA, valait 0. Donc 1/2 fois la masse fois 0 au carré, c'est égal à 0. Donc ECA est égal à 0. De même, ZB vaut 0. Mon stylo, quand il tombe au sol, son altitude est nulle. On a donc m fois g fois ZB, qui est égal à m fois g fois 0 égale 0. Il nous reste donc uniquement m fois g fois ZA est égal à 1/2 fois m fois VB au carré. En simplifiant par m, on a donc obtenu g fois ZA égale 1/2 fois VB au carré. Je résous donc comme une équation où mon inconnu serait VB, puisque n'oublions pas, je cherche la vitesse au point B, la vitesse au sol. Je divise donc par 1/2 pour obtenir déjà VB au carré. Donc on a VB au carré qui est égal à g fois ZA divisé par 1/2. En mathématiques, on voit au collège que quand on divise par une fraction, c'est comme si je multipliais par l'inverse. J'obtiens donc g fois ZA fois 2 sur 1, c'est-à-dire fois 2. J'ai donc VB au carré qui est égal à g fois ZA fois 2. Donc VB vaudra racine de g fois ZA fois 2. En physique ou en chimie, quand on fait un raisonnement, quand on recherche une donnée, une inconnue, on raisonne toujours qu'avec des lettres jusqu'à ce qu'on isole l'inconnu. Et c'est seulement après qu'on va remplacer les lettres par des chiffres. Nous, on a dit que je lâchais mon stylo de 2 mètres. On a donc l'altitude de A, ZA, qui valait 2 mètres. G, on l'a vu tout à l'heure, c'est 9,81. On peut donc calculer VB, qui est égal à racine de 2 fois 9,81 fois 2. Ça fera environ 6,26 mètres par seconde, soit environ 22,5 km/h. Je vous rappelle que pour passer des mètres secondes au km/h, on multiplie par 3,6. J'espère que cette vidéo sur les énergies cinétiques, potentielles et mécaniques vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos sur des thèmes scientifiques vous attendent.